Un conquérant impitoyable, un tyran sanguinaire des hordes de barbares, Gengis Khan et les Mongols n'ont pas seulement forgé le plus grand empire de l'histoire, ils ont été des bâtisseurs politiques et des administrateurs ingénieux, contrôlant un territoire s'étendant de l'Europe à la Chine, faisant preuve d'une étonnante tolérance religieuse et facilitant la circulation des savoirs scientifiques et des arts à travers le monde. Ils ont littéralement bouleversé l'histoire de l'humanité en mettant en place une immense mondialisation qui allait accélérer les échanges entre l'Est et l'Ouest. On peut parler du domaine de l'agriculture, dans l'astronomie. La porcelaine bleue et blanc, c'est une invention mongole. Gengis Khan naît autour de 1162 dans l'actuelle Mongolie. Après la mort de son père, il est forcé à l'exil. Le jeune guerrier errant fait preuve d'un grand sens politique. Il noue des alliances et commence à fédérer les clans mongols, héritier des nations nomades de ces immenses steppes. À 18 ans, il commande déjà une importante armée, intégrant ses ennemis vaincus à ses propres forces. En 1206, il convoque les élites nomades des steppes et proclame l'empire mongol avec lui à sa tête. Si son immense armée peut conquérir de vastes territoires, c'est notamment grâce à son organisation rigoureuse, en unités décimales de 10, 100, 1000 et ainsi de suite. C'est aussi savoir utiliser les technologies modernes venant d'autres savoir-faire, la poudre noire des Chinois, les feux d'artifice perses, la fonte des cloches des Occidentaux pour inventer les canons, pour inventer les bombes. Guerre qu'ils maîtrisent aussi par l'apprentissage de la chasse et la capacité à chasser sur d'immenses territoires avec des jeux de signaux, de flèches sifflantes, de codes qui leur permettent d'avoir une organisation extrêmement efficace. Mais c'est aussi grâce à son meilleur allié, le cheval mongol, un animal robuste, domestiqué depuis des siècles, grâce auquel les guerriers peuvent parcourir des centaines de kilomètres et tirer à l'arc en pleine chevauchée. Dans le monde occidental, on a l'habitude de faire la guerre l'été. Les Mongols, eux, inversent ça, pour la simple raison que l'été, c'est l'époque des pâturages. Donc c'est important pour les chevaux, donc on fait reposer les chevaux, on récolte le lait, les poulains naissent, etc. Ils ont plutôt l'habitude de faire la guerre en hiver. Et ça a aussi beaucoup déstabilisé les royaumes occidentaux. Le Grand Empire est constitué à 80% de population sédentaire, mais le pouvoir, lui, reste nomade. C'est ce qu'on appelle la Horde, vaste campement itinérant mené par le Khan et composé de milliers de Mongols et de leurs familles. Il va y avoir un code de loi, le Yassa, mais il va y avoir aussi toute une organisation qui va permettre justement le contrôle, alors par le recensement de la population, par la perception des taxes, par les transferts de tribus entre les parties de l'Empire. Les Mongols maillent les territoires autour de la route de la soie, sécurisent les routes, installent des péages. Ils inventent un système postal novateur, le Yam, qui permet aux voyageurs de transiter de relais en toute sécurité. Mais les Mongols ne sont pas que des cavaliers nomades. Ce sont aussi des bâtisseurs de villes, comme Karakorum en 1235, qui attire de nombreux étrangers. Les royaumes latins vont éprouver la nécessité d'envoyer des ambassadeurs auprès du Grand Khan. On connaît Jean-Paul du Carpin, mais on connaît surtout Guillaume de Rebruck, envoyé par Saint-Louis. Les Mongols vont faire la même chose, dans l'autre sens. Je pense à Barsoma, par exemple, qui va venir dans les cours françaises et anglaises. Malgré la violence de leur conquête, Gengis Khan et ses successeurs font preuve d'une grande tolérance religieuse. Les prêtres et les moines des autres religions sont dispensés de taxes en échange de leurs prières. Les Mongols sont à l'origine animistes. Leur chaman honore Tengri, le grand ciel bleu. Vous allez peut-être avoir un Khan qui va être fondamentalement animiste, mais la Khatoun, l'impératrice, elle peut être chrétienne. Je prends l'exemple de Sorgatani, la mère de Kublai Khan, est chrétienne. Les Mongols favorisent aussi les échanges savants. Dans l'astronomie, avec notamment, grâce au transfert technologique, l'arrivée de l'astrolabe en Chine, l'introduction du chiffre 0 dans les mathématiques chinois. La porcelaine bleue et blanc, c'est une invention mongole. Le bleu de cobalt trouvé en Afghanistan, utilisé en Perse, par un transfert technologique, on le fait voyager en Chine et on crée tout d'un coup une nouvelle forme artistique avec de nouvelles couleurs, avec un mélange iconographique, puis avec de nouvelles formes. L'empire mongol décline rapidement au XIVe siècle à cause de rivalités politiques internes, à cause du petit âge glaciaire qui refroidit les températures, causant de mauvaises récoltes et des révoltes. L'empire mongol est aussi décimé par la peste noire qui fait des millions de morts dans ces territoires. Malgré son importance historique, la figure de Gengis Khan continue de diviser le monde contemporain. Figure tutélaire quasi divine en Mongolie, conquérant sanguinaire pour les Européens, il est aussi un sujet sensible pour Pékin où le roman national tente parfois d'effacer les influences extérieures à la Chine.